Gestion crédit. On va se demander ce que c'est que la gestion crédit. La gestion crédit, ça consiste à quoi? Ça consiste à prendre des risques pour générer des rendements. Quels sont les risques qu'on prend quand on gère en crédit? Eh bien, on en prend essentiellement deux gros. Un risque de taux. Deux, un risque de faillite de l'entreprise à qui on a prêté. Le gérant crédit, il ne peut pas s'affranchir du risque de taux. Pourquoi? Parce qu'il va acheter des obligations d'entreprise et comme on l'a vu tout à l'heure, l'obligation d'entreprise va avoir une rémunération égale au taux réel plus les perspectives d'inflation. Ça, c'est grosso modo le taux de l'État, plus la rémunération supplémentaire due au fait que l'entreprise pourrait faire défaut, c'est un risque supplémentaire qui a besoin d'être rémunéré, plus le risque de liquidité, on en a parlé. Donc le gérant crédit, par rapport au gérant de taux, il a une manette de plus pour décider des risques qu'il prend et des rentabilités qu'il va générer. Donc la partie taux, on l'a vu. La partie crédit, regardons-la maintenant. Son problème à lui, au gérant crédit, c'est d'essayer de gagner de l'argent. Comment va-t-il gagner de l'argent? En recevant cette rémunération supplémentaire que l'obligation d'entreprise va lui générer par rapport à la rémunération que lui aurait généré l'obligation d'État de même maturité. Et donc tout le jeu pour lui, c'est de savoir si cet excédent de rémunération lui rémunère bien le risque de défaut. Mais le risque de défaut, il ne va pas se matérialiser tout de suite. Il peut perdre également s'il n'y a pas faillite. Pourquoi peut-il perdre s'il n'y a pas faillite? Il peut perdre s'il y a détérioration de la santé financière de l'entreprise qui se traduirait par une augmentation de la rémunération supplémentaire que les investisseurs réclameraient pour prêter à cette entreprise dont la situation s'est dégradée. Donc une augmentation de la rémunération supplémentaire, ça veut dire une augmentation du taux demandé par le prêteur. Et comme on l'a vu la dernière fois, quand les taux montent, les prix baissent. Donc, un investisseur crédit qui achète une obligation émise par une entreprise peut perdre de l'argent si les taux de cette entreprise montent. C'est-à-dire soit parce que le niveau général des taux monte, soit à niveau de taux général constant, il peut perdre aussi parce que les conditions financières de l'entreprise se détérioreraient. La perception des investisseurs sur la solidité financière de cette entreprise change. Et s'ils demandent une rémunération supplémentaire plus importante, ce qu'on appelle le risque de spread, eh bien, le taux de marché pour cette entreprise monte et donc le prix des anciennes obligations encore en circulation baisse. D'accord? Donc on dit, pour aller simple, le gérant crédit est exposé à un risque de spread. Le risque de spread, c'est le risque de voir l'excédent de rémunération demandé par les prêteurs en échange de prêter à l'entreprise. Cet excédent s'accroît au cours du temps. S'il s'accroît, quand les taux montent, les prix baissent, je perds de l'argent. Donc, pour perdre de l'argent en crédit, il ne suffit pas qu'il y ait défaut. Il faut qu'il y ait augmentation du spread de crédit. Et l'augmentation du spread de crédit peut venir de deux sources. Un, une vraie détérioration de la qualité de crédit de l'entreprise, une détérioration de sa situation financière, ou tout simplement le marché qui boude, et qui dit j'ai besoin d'une rémunération supplémentaire. Donc, par exemple, une chute de l'appétit au risque. Le risque présenté par l'entreprise est le même, mais les investisseurs, ils disent non, j'ai plus trop envie de prendre des risques, j'ai besoin d'une rémunération plus importante qu'avant, il fait un peu l'enfant gâté, pour prendre les mêmes risques qu'avant. Ça, c'est pareil, ça se traduit par une augmentation du spread, augmentation de la rémunération que demandent les prêteurs,
et donc par une baisse des prix. Chute de l'appétit au risque égale baisse des prix. Chute de l'appétit au risque égale augmentation de la rentabilité demandée par les investisseurs égale baisse des prix. Page 62, pour ceux qui nous regardent, je montre historiquement quels ont été les taux de recouvrement à l'occasion d'une faillite. Ce graphe a été publié par Moody's et ils ont fait l'inventaire de tous les taux de recouvrement, de tous les défauts entre 1987 et 2006 aux États-Unis. Et ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, ils ont tout mélangé, les prêts, les obligations, obligations seniors, subordonnées, sécurisées par des hypothèques, non sécurisées, etc. Ils ont tout mélangé. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique qui est intéressant? On voit que parmi l'ensemble des défauts, il y a eu, première barre de gauche, 4% des faillites où le prêteur a récupéré entre 0 et 10% de sa créance. 8% des cas où le prêteur a récupéré entre 10 et 20% de sa créance. 11% des cas où il a récupéré entre 20 et 30% de sa créance, etc., etc. Donc là, vous avez la distribution des taux de recouvrement observés historiquement. Et tout au bout, vous voyez quoi? Vous voyez qu'il y a 4% des défauts pour lesquels le prêteur a retrouvé entre 90 et 100% de sa créance, et 4% des cas où le prêteur a retrouvé l'intégralité de sa créance. Oui? Question? Le spread de crédit disparaît avec les obligations variables? Excellente question de votre camarade. Le spread de crédit disparaît-il avec les obligations à taux variable? Eh bien, je vous propose que vous répondiez vous-même à la question que vous venez de poser. Moi, je pense que à votre avis? non. En fait, on va gagner au niveau des flux, mais on perd effectivement au niveau du prix, donc il y a une petite compensation. Alors, ce que je vous propose, c'est de reformuler correctement votre question. Votre question, c'est, d'abord, c'est y a-t-il un spread de crédit sur les obligations à taux variable? Oui, Oui. Donc, ce que je voulais plutôt voir, en fait, c'est normalement, en fait, le taux, vu qu'il est variable, il va justement aussi augmenter. Donc les flux sont plus importants. Certes, la valeur globale de l'obligation, elle baisse, mais je gagne au niveau des flux, donc il y a une compensation. Alors, la question de votre camarade, bon, on est entre nous certes, mais il y en a qui nous regardent, donc c'est pas facile, mais je vais essayer de reformuler votre question. La question de votre camarade, c'est qu'est-ce qui se passe sur une obligation à taux variable sur cette histoire du spread de crédit? Qu'est-ce que je peux dire sur la perte en capital en cas de détérioration du spread de crédit? D'accord? Quand une entreprise emprunte à taux variable, ça existe. La plupart du temps, c'est des banques, mais ça existe. L'obligation à taux variable, son coupon sera spécifié de la manière suivante. Elle va payer un coupon Euribor 3 mois variable, plus une marge, qu'on appelle spread de crédit, qui va être fixée pour la durée de l'obligation. Exemple, au moment où l'emprunteur emprunte, les investisseurs estiment que, vu leur appétit au risque et vu le risque de l'émetteur en question, le spread de crédit, en ce moment, on l'évalue et on réclame 1% de marge. On dit OK, on émet l'obligation, et l'obligation porte un coupon variable qui est Euribor plus 1%. Quoi qu'il arrive, sur les 5 ans par exemple, ce sera Euribor 3 mois plus 1%. OK? Demain, genre un an plus tard, l'obligation a 4 ans encore à courir, vous vous dites, quelle est la valeur de marché de cette obligation? Et vous vous dites, cette obligation, je peux considérer qu'il y a deux choses. Il y a la partie nominale Euribor, remboursement du principal, et vous vous dites, ça vaut grosso modo le pair, et puis la partie spread de crédit. Donc vous allez dire, si l'entreprise a une qualité de crédit qui est toujours estimée ou valorisée ou appréciée par les investisseurs comme valant
une rémunération supplémentaire par rapport aux obligations d'État de 1%, eh bien, la valeur de marché de l'obligation, c'est 100. Parce qu'elle vaut la même chose que ce qu'elle aurait valu. Enfin, le coupon est au même niveau que le coupon qui aurait été pour une nouvelle obligation toute fraîche. En revanche, si le spread de crédit nouveau un an plus tard, c'est plus 100 points de base, 1%, mais 50 points de base, 1,5%, soit parce que les conditions financières de l'entreprise se sont améliorées, soit parce que l'appétit pour le risque des investisseurs s'est apprécié, et donc pour le même risque, ils ne demandent plus que 1,5% de rémunération supplémentaire et non pas 1% comme avant, eh bien, cette obligation va traiter au-dessus du pair. L'investisseur qui l'aurait acheté avant va faire un gain en capital parce que sur la partie fixe que sont la marge, qu'est la marge, hein, les 1%, puisque maintenant les conditions de marché c'est 1,5% et non pas 1, cette obligation devient attrayante, elle devient donc hors marché et donc son prix s'apprécie. Est-ce une bonne réponse à la question que vous avez posée? Je n'étais pas sûr de la question. Oui, en fait, le spread qu'on fixe dans les flux des obligations, il reste fixe en fait. Oui. C'est ça un peu taxe. Effectivement, la question c'était, est-ce que le spread de crédit d'une obligation à taux variable, il reste fixe? Oui, monsieur. Effectivement, le spread reste fixe, il n'est pas un spread variable. Spread variable, c'est comme si l'entreprise empruntait à 3 mois renouvelables et qu'on on rétablissait les règles du jeu à chaque fois. Donc pour moi, une obligation qui aurait un coupon de variable et un spread variable, pour l'entreprise, ça n'a aucun intérêt. Autant emprunter à 3 mois renouvelés. Sauf si on sait qu'on va améliorer notre situation. Dans quel cas, je sais que je vais emprunter à moins cher. Ok, alors je vais vous donner un bon contre-exemple. Alors on est en train de mélanger risque de taux, risque de liquidité. Ok. Un instrument taux variable avec spread de crédit variable n'existe pas. Voilà, disons-le un peu plus brutalement, n'existe pas. Pour répliquer ça, il faudrait considérer une entreprise qui emprunte en billets de trésorerie tous les 3 mois. Et donc, si cette situation se détériore, le taux que vont demander les prêteurs va augmenter. Donc, c'est comme si son spread de crédit augmentait. D'accord ? Voilà. Donc, oui, bonne remarque. Sur une obligation à taux variable, le spread est fixe. Il représente l'appétit des investisseurs pour le risque à ce moment-là, au moment où ça a été émis. Ok ? Retour sur nos oignons, nos moutons. La distribution des taux de recouvrement par le passé. Et on vient de voir qu'il y a 4% des cas où le prêteur récupère l'intégralité du montant de son prêt. C'est la barre tout au fond à droite. Maintenant, je vous pose une question. Dans combien de pourcents des défauts l'actionnaire récupère-t-il de l'argent? 4%, bonne réponse. Ou moins. Ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que l'actionnaire perd tout dans au moins 96% des cas. Puisque pour que l'actionnaire récupère quelque chose, il faut que les prêteurs soient intégralement remboursés. Or, dans toute la partie gauche de la courbe, le prêteur n'a pas intégralement récupéré son argent. Ok ? Quand un prêteur prête, il a plusieurs moyens pour essayer de réduire son risque. Le premier moyen, c'est de demander des garanties, des cautions, des hypothèques. Il va demander une sécurité. En finance, ça s'appelle secured. Donc une obligation secured, c'est sécurisé par un nantissement d'actifs. Deuxième méthode, c'est de négocier des covenants avec l'emprunteur. Qu'est-ce que c'est qu'un covenant? C'est une clause dans le contrat de prêt ou dans le contrat obligataire que l'emprunteur s'engage à respecter et qui, si elle n'est pas respectée, donne le droit au prêteur
de demander à l'emprunteur de le rembourser tout de suite, sans attendre la maturité du prêt. D'accord ? Le covenant est là pour protéger le prêteur et lui donner un signal d'alerte avant-coureur d'une détérioration de la santé financière de l'entreprise. Donc les covenants typiques que le prêteur aime bien mettre dans un contrat de prêt, c'est de dire à l'emprunteur, écoutez, aujourd'hui vous avez une certaine qualité de crédit, j'accepte de vous prêter aujourd'hui dans les conditions qu'on est en train de négocier, j'aimerais m'assurer que votre qualité de crédit ne se détériore pas. Donc, je vais vous imposer d'améliorer dans le temps ou de maintenir à minima vos ratios d'endettement. Quel ratio d'endettement connaissez-vous? Comment faites-vous pour apprécier la difficulté ou la facilité qu'une entreprise aurait pour assurer le service de sa dette? À quoi pouvez-vous penser? Pardon? C'est cash flow. Oui, et donc quel type de ratio à quel type de ratio vous pensez? Par exemple? La dette sur capital propre. Ah, j'ai eu deux remarques intéressantes. Je dis ça pour nos amis. Première remarque, c'est cash flow. Donc je vous ai demandé de préciser. Et monsieur me répond, un autre, son voisin, me répond le ratio dette sur capitaux propres. Ok. Eh bien moi, je vais vous dire quelque chose. Le prêteur qui prête à une entreprise, il sait qu'une entreprise, ça rembourse sa dette avec quoi? Du cash flow. Du cash, exactement. Un prêteur rembourse sa dette avec du cash. Le problème de dire à une entreprise, j'aimerais que limiter le ratio dette sur capitaux propres, le problème avec ça, c'est que quand vous dites ça, vous sous-entendez que le prêteur va se rembourser, pardonnez-moi l'expression, sur la bête. Ça veut dire que si vous dites « je voudrais que vous ayez un ratio dette sur capitaux propres pas trop élevé », ça veut dire que je voudrais que vous ayez par différence un montant d'actifs suffisant pour couvrir la taille de la dette. Puisque actif égale dette sur capitaux propres. E comme equity, pour pas différencier, pour pas distinguer, le confondre avec le A de actif. D'accord? Ok, pourquoi pas, mais le problème avec ça, pourquoi il n'est pas pertinent pour le prêteur de dire je me sens protégé si j'interdis à l'entreprise d'avoir trop de dettes par rapport à ses actifs? Trop de dettes par rapport à ses capitaux propres, c'est la même chose par différence, d'accord? C'est parce qu'une dette ne se rembourse pas avec des actifs. Une dette se rembourse avec des cash flows. D'accord? Eh bien, je vous remercie de votre remarque parce que c'est exactement mon message clé ce soir. C'est le gérant crédit, comment va-t-il s'y prendre pour essayer d'estimer la qualité de crédit d'une entreprise? Il va essayer de regarder, de se faire une idée de la capacité de l'entreprise à générer du cash, donc des cash flows. Ok. Et non pas regarder s'il y a suffisamment d'actifs par rapport à la dette. Parce que s'il fait ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il se met déjà dans une optique de c'est la faillite, je dois liquider, vendre les actifs sur le marché de l'occasion, les terrains sur le marché de l'occasion, les usines sur le marché de l'occasion, les machines sur le marché de l'occasion, les stocks sur le marché de l'occasion, pour récupérer du cash pour me rembourser. Donc ça, c'est déjà trop tard quand on commence à raisonner comme ça. Donc les covenants typiques, c'est de ramener la taille de la dette avec les cash flows annuels, en disant par exemple, je ne voudrais pas que la taille de votre dette dépasse 3 années ou 3 fois vos cash flows. Et en général, un proxy du cash flow commun, c'est l'excédent brut d'exploitation ou l'EBITDA. Oui. Quand vous dites que c'est un mauvais indicateur, un mauvais indicateur dette sur capitaux propres,
Mais le fait de prendre une hypothèque, ça revient sensiblement à la même chose. La question de votre camarade, c'est vous dites, monsieur, qu'il n'est pas pertinent de comparer la valeur des actifs à la valeur de la dette, mais finalement, quand vous prenez une hypothèque, c'est la même chose. Oui, sauf que l'hypothèque, je considère que c'est la ceinture et les bretelles. Qu'est-ce que j'entends par là? Le prêteur, il doit d'abord s'intéresser à la capacité de l'entreprise à assurer le service de sa dette en générant des flux. Et l'hypothèque, c'est la sécurité supplémentaire. C'est vraiment en cas de problème. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont eu la chance de pouvoir emprunter à titre personnel pour s'acheter leur logement, la banque, ce qu'elle regarde d'abord, c'est le rapport qu'il y a entre votre salaire et la mensualité de paiement des intérêts. Et l'hypothèque qu'elle demande sur votre bien, c'est en plus. Si vous êtes chômeur, en France, alors aux États-Unis, il y a eu des turpitudes, il y a eu des excès, mais en France, si vous êtes chômeur, vous ne pouvez pas emprunter, même avec un gros apport personnel de 20. Vous demandez une dette de 80 parce que regardez, j'achète quelque chose qui vaut 100, la banque vous dira oui, ok, j'ai un petit loan to value, c'est le ratio loan to value. Le ratio loan to value, c'est quoi? C'est loan to value de 80% dans mon cas, donc la banque se serait à l'aise, quoi. Ben non, monsieur, parce que vos flux sont nuls. Vous n'avez pas de salaire, donc non. Donc vous voyez, l'hypothèque, ou ce raisonnement-là, c'est après, en cas de problème, en cas de liquidation, si jamais vous n'arrivez pas à assurer le service de votre dette. D'accord? Donc le gérant crédit, sa problématique, c'est estimer la capacité d'une entreprise à assurer le service de sa dette. Et comme on vient de le dire, comment s'y prend-il? En regardant la capacité de l'entreprise à générer du cash. Ok? Alors, il est 8h07. Donc, on est à mi-chemin. Avez-vous des questions avant la pause? Pas de questions avant la pause. Faisons une pause de 1 quart d'heure. Je vous propose, après la pause, de regarder plus précisément comment on s'y prend pour essayer d'estimer la capacité d'une entreprise à générer suffisamment de cash flow pour rembourser sa dette. Et on se retrouve donc, il est 8h presque 10, 8h25 max. La pause portant conseil, y en a-t-il qui souhaitent revenir sur des sujets qu'on a abordés avant la pause? Oui, c'est par rapport au covenant quand vous dites que le principe est de dire si votre note de crédit se dégrade, vous devez rembourser tout de suite. Mais en quoi les prêteurs sont plus protégés? Parce que de fait, si on demande du temps pour rembourser, c'est qu'on ne peut pas payer tout de suite. Et quand vous dites après oui, mais comme on rembourse avec du cash, c'est une façon un peu extrême de voir les choses que de regarder les fonds propres. Est-ce que le fait de déclencher un covenant ne risque pas d'astreindre l'emprunteur à se liquider pour payer? Okay. La question concerne, si je comprends bien votre question, l'utilité réelle pour le prêteur d'avoir des covenants. L'utilité, l'idée c'est est-ce que ce n'est pas une arme extrême? Est-ce qu'il peut les déclencher? Parce que ce n'est pas forcément dans son intérêt que de provoquer la liquidation de son débiteur. Votre question, c'est en cas de non-respect par l'emprunteur des covenants, est-il de l'intérêt nécessairement pour le prêteur de forcer l'emprunteur à accélérer le remboursement, et s'il ne peut pas, on va aller à la faillite et à la liquidation? Très bonne remarque. Excellente remarque. Ce que veut l'emprunteur, c'est avoir le choix. C'est avoir le droit. Si jamais l'entreprise ne respecte pas un covenant, le droit de lui imposer de rembourser par anticipation une dette. Avoir le droit, c'est comme une option, c'est génial. Parce que ça veut dire que vous, en tant que prêteur, vous êtes investi d'un pouvoir fantastique, celui de mettre l'entreprise en faillite. Donc, quand vous arrivez prêteur d'une entreprise qui vient de louper un covenant, elle n'est pas en faillite, elle a du cash, elle assure toujours le service de sa dette, mais elle a loupé un covenant, donc sous-entendu, elle est
elle se détériore un petit peu, ben, le prêteur, il devient investi d'un gros pouvoir. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, j'ai le droit de vous demander de rembourser par anticipation tout de suite, donc asseyons-nous à la table de négociation et voyons ce qu'on peut faire. Donc le prêteur, il n'est pas fou. Effectivement, si ce n'est pas son intérêt de le faire, il ne va pas le faire. Mais en échange de ça, il va dire, écoutez, je veux bien laisser tomber mes covenants, faire ce qu'on appelle un covenant waiver, c'est-à-dire que j'abandonne mon droit de vous demander un remboursement immédiat, mais il va falloir me donner quelque chose en échange. Comme par exemple, une augmentation de l'intérêt, du spread. Logique, votre situation s'est détériorée, je demande une remise à jour de vos conditions. D'accord ? Ou alors, dans la situation où là c'est vraiment pire, donc vous voyez, pour l'emprunteur, pour le prêteur, c'est mieux que de ne rien avoir eu comme droit de renégociation. Donc, on remet les choses à plat. Donc effectivement, dans la plupart du cas, il n'exerce pas son droit de liquider, parce que ce n'est pas son intérêt. Il va peut-être récupérer un certain pourcentage de sa dette, mais dans la plupart des cas, ça lui donne un pouvoir de négociation pour faire autre chose. Y compris dans les cas où l'entreprise est dans un tel état que pour qu'elle survive, il faudrait remettre de l'argent frais. Le prêteur dit « j'ai pas trop envie de remettre de l'argent frais, l'entreprise est plus risquée qu'avant ». Donc le prêteur va voir l'actionnaire, parce qu'autour de la table de négociation, il y a qui ? Il y a le prêteur, et puis il y a qui d'autre ? Il y a l'entreprise, mais l'entreprise, c'est des gens, c'est le chef d'entreprise, leur patron, c'est l'actionnaire. Donc en gros, c'est les actionnaires et le prêteur qui discutent. Ok, l'entreprise, le directeur financier, mais l'entreprise, ce sont des agents qui agissent pour l'actionnaire. Et donc, si l'entreprise a besoin d'argent frais pour être renflouée et repartir sur de bonnes bases, le prêteur va dire, écoutez, moi, je n'ai pas tellement envie de mettre d'argent frais. C'est à vous, actionnaire, de le faire. L'actionnaire, ça l'embête aussi. Je dis, attends, si je remets de l'argent frais, je vais me diluer, c'est-à-dire que ma rentabilité future, à flux identique, divisé par un montant nominal plus important, ça baisse ma rentabilité, dit l'actionnaire. Et le prêteur va lui dire, bah, écoutez, si vous ne le faites pas, j'ai le pouvoir de mettre la société en faillite et en liquidation. Et à ce moment-là, vous, actionnaire, vous perdriez tout. Donc vous choisissez. Sacré pouvoir de négo. D'accord ? Et si vraiment l'actionnaire jette l'éponge, ou s'il ne veut pas mettre beaucoup d'argent, eh bien le prêteur a le pouvoir de dire, bah, écoutez, moi, je remets de l'argent supplémentaire, mais moi, prêteur, je vous exproprie, vous, actionnaire. Pourquoi je dis exproprie ? Parce que l'actionnaire est propriétaire. Donc il perd sa propriété parce qu'il n'a pas voulu mettre de l'argent ou il n'a pas voulu en mettre autant. Et donc le prêteur dit, je veux bien renflouer un peu, mais en échange de ça, j'ai des actions qui me donnent droit à un gain en capital si ça va bien. Donc c'est le pouvoir de négo qui veut le prêteur. C'est être averti en cas de dégradation pour pouvoir renégocier, remettre les choses à plat. Voilà. Donc effectivement, c'est l'épée de Damoclès. Et donc une entreprise, elle sait qu'elle a intérêt à respecter ce covenant. Parce que sinon, ça peut déclencher des choses importantes. Je vous remercie pour cette question intéressante. Autre question ? Ok. Abordons maintenant la question que se posent les gérants crédit, c'est comment estimer la capacité d'une entreprise à générer du cash. Comment vous y prendriez-vous à la place d'un gérant crédit pour essayer d'estimer sa capacité à générer du cash ? Oui ? On regarde les actifs et On regarde les actifs et on regarde les cash flows. les cash flows. Ok, on regarde les actifs, on regarde les cash flows. Donc en fait, à la question « Comment faites-vous pour estimer les cash flows ?», vous me répondez « On regarde les cash flows ». Ok, mais encore. Mais encore. Comment vous faites pour estimer les cash flows ? Regardez ces bilans précédents. On regarde les bilans précédents. Me dites-vous. Ouais, mais encore une fois, le bilan, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la situation patrimoniale de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Et comme on a dit,
c'est bien gentil tout ça, mais une entreprise ne rembourse pas sa dette avec ce qu'elle possède. Pardon ? Le compte de résultat. Intéressant. On regarde le compte de résultat. Qu'est-ce que ça mesure, le compte de résultat ? Ça mesure les flux. Mauvaise réponse. Qu'est-ce que ça mesure, le compte de résultat ? C'est la création de quoi ? Pardon ? Richesse. De richesse. Bonne réponse. De cash, mauvaise réponse. Le résultat mesure la création de richesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise créer de la richesse ? Oui, c'est surtout en fait l'écart, c'est les amortissements, parce que les amortissements. Vous allez trop vite, beaucoup plus simple. Vous me parlez des amortissements. Beaucoup plus simple que ça. Expliquez à votre cousin, votre cousine, etc., dans la rue, quelqu'un qui ne connaît rien à la finance. C'est quoi créer de la richesse pour une entreprise ? C'est faire en sorte qu'on en retire plus d'argent qu'on y a mis. Non. Ça, c'est la rentabilité. Qu'on en retire... Attendez, pour nos amis qui nous écoutent, la réponse de votre camarade, c'est la création de richesse, c'est qu'on en retire plus d'argent que ce qu'on a mis. Ah oui, pas forcément en le faisant distribuer, même si c'est encore capitalisé dans la maison. S'il vous plaît. En temps normal, vous me connaissez, j'aime bien dialoguer, mais là, je pense aux absents. Vous me dites, créer de la richesse, c'est récupérer plus d'argent que ce qu'on en a mis. Qu'est-ce que vous entendez ? Vous sous-entendez que vous regardez le montant d'argent qu'on a mis dans l'entreprise et on regarde le montant d'argent qu'on en retire. Non, ça n'est pas la création de richesse. On va dire ce que c'est ça. Ça, c'est la rentabilité. J'investis et je récupère de la rentabilité. Là, vous me parlez de la rentabilité des entreprises. Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est quoi la création de richesse ? Oui, création de richesse, c'est le résultat. Le résultat mesure la création de richesse. C'est quoi la création de richesse ? C'est tout simple. Hein ? Expliquez à votre oncle, votre tante, votre cousin, votre cousine. C'est quoi ? Créer de l'argent. J'aime pas trop ce terme-là. Pourquoi ? Parce que argent, c'est synonyme de richesse. Et donc, vous ne répondez pas à la question. 1. Et 2, argent, c'est synonyme de flux. Et justement, ce qu'on est en train de dire, c'est que la création de richesse n'est pas de la création de cash. C'est la petite valeur supplémentaire qu'on a mis sur un produit de base, une matière première, quelque chose. Ah, on commence à y venir. Valeur, produit de base, matière première, etc. Plus simple que ça. Est-ce que votre cousin, votre cousine comprendrait ça ? Oui, pardon ? Ce qui reste après qu'on ait remboursé tous les pourvoyeurs de fonds. Mauvaise réponse. La réponse était ce qui reste après qu'on ait remboursé les pourvoyeurs de fonds. Mauvaise réponse. Allez, donnez votre langue au chat. C'est moi le chat. La création de richesse, c'est tout simple. C'est juste, ça mesure la capacité d'une entreprise à vendre ses produits plus chers que ce que ça lui a coûté de les fabriquer. Point barre. Aussi simple que ça. Une entreprise crée de la richesse quand elle arrive à vendre ses produits plus chers que ce que ça lui a coûté de les fabriquer. D'accord ? Ok, très bien. Maintenant, est-ce que créer de la richesse, c'est créer du cash ? Non. Bonne réponse. Créer de la richesse, c'est pas créer du cash. Alors vous allez me dire, mais pourtant, si je crée de la richesse, il y a de l'argent qui va rentrer. Ouais, mais pas toujours. Et j'ai des tas d'exemples d'événements dans la vie d'une entreprise qui génèrent du cash et pas de richesse, génèrent de la richesse, pas de cash, etc., etc. Voyons quelques exemples pour bien sentir ensemble. Premier exemple, très simple, imaginez une entreprise qui achète une machine. Quand elle achète une machine, il y a un sacré montant de cash qui sort, parce qu'elle achète la machine. Quand elle achète la machine, l'entreprise, est-ce qu'elle s'enrichit ou est-ce qu'elle s'appauvrit, l'entreprise, quand elle achète sa machine ? Pardon ? Ni l'un ni l'autre. Oui, bonne réponse, ni l'un ni l'autre. Pourquoi ? Parce que son patrimoine change de nature. Du cash a été remplacé par une machine, mais elle ne s'est ni enrichie ni appauvrie. D'accord ? Pas de création de richesse, mais consommation de cash. Autre exemple, pour montrer que créer de la richesse et créer du cash, ce n'est pas pareil. L'entreprise utilise sa machine. Elle la fait tourner. Crée-t-elle du cash ? Ou consomme-t-elle du cash au fait
par le fait d'utiliser la machine? Non. S'appauvrit-elle? Oui, parce que la machine s'use. Donc la machine, elle devient une machine d'occasion. Avant, elle était neuve. Maintenant, elle devient une machine d'occasion. Elle vaut moins. Si elle vaut moins, je m'appauvris. J'ai détruit de la richesse. Deuxième exemple, où on voit que créer de la richesse, créer du cash, c'est pas pareil. Autre exemple, je vends le produit à mon client. Je lui livre le produit, je lui envoie la facture. Ai-je créé de la richesse? Oui. J'ai créé de la richesse parce que j'ai fait un acte de vente. J'ai vendu le produit. Ai-je créé du cash? Non. Pas encore. Le cash est créé quand le client me paye la facture. Voilà. Encore un exemple. Mon exploitation, j'achète des matières premières, je paye mes employés, je fabrique des stocks. Est-ce que je consomme du cash? Oui. Parce que ça coûte de l'argent de payer les gens, ça coûte de l'argent de payer l'électricité, de faire tourner les machines, etc., d'acheter les matières premières. Donc je m'appauvris. Non, pardon, je consomme du cash. Me suis-je appauvri? Non. Pourquoi? Parce que c'est un produit final qui est... Pardon? Parce qu'on a un produit qui est à côté, en fait. Donc il y a... Voilà. Parce que, alors en comptabilité, mais même ça se comprend, un produit en stock, il est évalué, il est comptabilisé, il est évalué à la somme des coûts qu'il a fallu engendrer pour le fabriquer. Donc, mon patrimoine a changé de nature. Avant, je n'avais pas de produit en stock, mais j'avais autre chose, j'avais du cash pour payer les gens, j'avais du cash, voilà. Et maintenant, mon patrimoine a changé de nature, maintenant j'ai des stocks. Donc, fabriquer des stocks, c'est consommer du cash, ne pas s'appauvrir ni s'enrichir. L'enrichissement, l'enrichissement, il arrive quand je vends. D'accord? Ou l'appauvrissement, il arrive quand je constate que je ne vais pas réussir à vendre mes produits au-delà du coût de fabrication. Et donc, il va falloir que je déprécie les stocks. Oui, c'est ça la question? Je reviens juste sur la partie où vous dites que quand vous achetez du stock ou vous faites du stock, vous perdez, vous donnez du cash. Mais pas encore aussi. Dans l'autre sens, c'est que vous ne payez pas tout de suite. Vous avez un fournisseur. Alors, bonne remarque. La question de votre camarade, c'est quand vous achetez du stock, vous ne consommez pas du cash tout de suite parce que vous payez vos fournisseurs plus tard. Oui. Plus précisément, je disais quand je fabrique mes stocks. Ce n'est pas quand j'achète des stocks de matières premières, c'est quand je produis, c'est mon cycle d'exploitation. C'est-à-dire que je paye mes employés pour faire la transformation, pour transformer la matière première en produit semi-fini ou fini. Donc là, effectivement, je fais l'hypothèse que j'ai payé les gens contents. Hein. Pour qu'ils soient contents, il faut les payer contents. Effectivement, j'aurais payé mes fournisseurs il y a longtemps. Mais bonne remarque, effectivement, le miroir du client qui me paye plus tard, c'est moi qui paye plus tard les fournisseurs. Effectivement, quand j'achète une matière, je ne consomme pas de cash parce que je ne paierai le cash que quand je réglerai la facture. Bref, tous ces éléments pour montrer que pour analyser la création de cash, oui, on regarde les comptes, mais pas les comptes de bilan, puisque comme on l'a vu, le bilan me donne une idée de la situation patrimoniale, mais ce n'est pas avec du patrimoine qu'on rembourse la dette, c'est avec du cash. Et pas le compte de résultat, parce que le compte de résultat m'appréhende la capacité de l'entreprise ou capacité passée à créer de la richesse, mais pas du cash. Donc comment on fait? Eh bien, on part du compte de résultat et on corrige pour transformer création de richesse en création de cash. Et pour faire ça, eh bien, alors, ok, ce n'est pas un cours de finance d'entreprise, mais on va le faire rapidement, grosso modo. Hein. On se dit, dans le compte de résultat, on va regarder quels sont les éléments du compte de résultat qui consomment du cash et quels sont les éléments du compte de résultat qui ne consomment pas de cash. Et comme on l'a vu dans les éléments qu'on vient de voir rapidement, dans le compte de résultat, il y a un gros élément qui ne consomme pas de cash, c'est ce qu'on appelle la dotation aux amortissements. Qu'est-ce que c'est que la dotation aux amortissements? On vient de le voir dans un des exemples que j'ai donné. C'est une charge comptable
calculée chaque année qui appréhende l'appauvrissement de l'entreprise du simple fait qu'elle fait tourner ses machines. D'accord ? Donc ça, c'est une charge comptable qui est tout à fait licite, qui représente une réalité, parce qu'en utilisant ces machines, l'entreprise s'appauvrit. Mais ça ne consomme pas de cash. Donc du coup, première correction, quand on part du compte de résultat, on rajoute ce qu'on appelle les dotations aux amortissements, qui est la charge comptable, qui, comme on vient de le voir, traduit l'appauvrissement de l'entreprise du fait qu'elle a acheté, qu'elle a fait tourner ses machines. Et également, comme vous le savez, ceux qui ont fait de la finance d'entreprise, cette dotation aux amortissements représente l'équitable répartition dans le temps sur la durée de vie de la machine, de la charge d'acquisition de la machine. Et on dit, le jour où je l'achète, ce n'est pas une charge. Comme on a vu, ce n'est pas un appauvrissement, puisque mon patrimoine change de nature. Mais en revanche, quand je l'utilise, là, c'est une charge parce que je m'appauvris. Et on dit, si j'achète une machine 100, le jour où je l'achète, ce n'est pas une charge, ce n'est pas une dépense. C'est une dépense, mais ce n'est pas une charge, ce n'est pas un appauvrissement. Et chaque année, si la machine est prévue de durer 5 ans, je vais appréhender, reconnaître une charge de 20. Et donc, je ferai 5 charges de 20, une par an. C'est ça le 20 qu'on appelle la dotation aux amortissements. Ça vient en déduction du bénéfice, puisqu'effectivement, le bénéfice résultat mesure la création de richesse. Donc, c'est normal qu'on diminue le bénéfice de ce fameux 20, dotation aux amortissements. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour convertir la création de richesse en création de cash? On rajoute la dotation aux amortissements, parce que ce n'est pas du cash qui sort. D'accord ? Et puis, on va se mettre aussi avant le service de la dette, puisqu'on veut voir les cash flows qui sont générés avant qu'on ait payé l'intérêt, par exemple. Donc, on va se mettre en bénéfice avant dotation aux amortissements, avant les frais financiers. D'accord ? Et on va se mettre aussi avant impôt, parce qu'on va traiter les impôts séparément. Pourquoi avant impôt ? Tout simplement parce que dans notre entreprise, on a d'un côté l'actif qui génère des flux, c'est ça qu'on voudrait appréhender, et de l'autre, on a de la dette et des actions qui vont consommer des flux. Moi, je veux estimer la capacité de l'entreprise à assurer le service de sa dette. Donc, je me mets avant intérêt, avant dotation aux amortissements pour les raisons qu'on a signalées, et aussi avant impôt. Pourquoi avant impôt ? Parce que vous savez que la charge d'intérêt, c'est un vrai appauvrissement. Donc, si c'est un appauvrissement, la charge d'intérêt va m'économiser des impôts. Donc, l'impôt crée une distorsion. C'est pour ça qu'on se met avant impôt, pour mesurer, avant le phénomène impôt sur les sociétés, quelle est la capacité de l'entreprise à assurer le service de sa dette, à générer les cash flows. Et donc, quand je dis bénéfice avant impôt, avant intérêt, avant dotation aux amortissements, ça s'appelle en anglais EBITDA, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization. On commence par là. Premier gros correctif. Pour convertir création de richesse en création de cash, on appréhende l'EBITDA. Et pour ceux qui ont fait de la finance en entreprise, l'équivalent en français de l'EBITDA, c'est quoi ? Le BE ? Oui, l'excédent brut d'exploitation. Excédent brut d'exploitation. Excédent parce que c'est un excédent, c'est une différence entre des produits et des charges. Brut, pourquoi ? Parce que brut, c'est avant quoi ? Sous-entendu, avant net, avant les dépréciations des machines. Et d'exploitation, c'est-à-dire c'est uniquement les charges qui concernent l'exploitation, c'est-à-dire le fait
d'acheter des matières, de payer les gens, de faire les stocks et de revendre l'exploitation. Sous-entendu, pas des frais financiers qui sont de la finance. Payer l'intérêt sur la dette, ce n'est pas de l'exploitation. L'exploitation, c'est ce qui se passe ici. Donc c'est pour ça que EBITDA, excédent brut d'exploitation, c'est la même chose. D'accord? OK? Oui. En fait, je n'ai pas très bien compris Avant impôt. OK. Alors, on se met avant dette parce que on veut estimer la capacité de l'entreprise à assurer le service d'une dette. Donc je me mets avant dette, avant frais financiers, avant dette. D'accord? Je sais que je vais avoir à payer des impôts. Dans un premier temps, je me mets avant impôt. Pourquoi? Parce que l'impôt qui a été payé, et qui est dans le compte de résultat, hein, l'impôt qui a été payé, le problème, c'est qu'il est influencé par la présence de la dette. Puisque la dette a occasionné des charges financières, des intérêts qui ont fait une économie d'impôt. Donc, pour nettoyer tout ça, pour avoir quelque chose de plus pur, je me mets avant impôt, avant dette, avant amortissement. Votre remarque est très intéressante puisque vous me dites, les impôts, il va bien falloir les payer, et l'impôt qui sort, ce sera autant de moins qui viendra pour les prêteurs. Bonne réponse. Et c'est pour ça que, pour de vrai, on va retirer à cela un impôt théorique qui est l'impôt maximorum que j'aurais à payer au pire si j'avais zéro dette. Okay? Mais je ne voudrais pas m'embarquer là parce que ça sort du sujet. On pourrait le faire en finance d'entreprise, pas de problème. Mais là, ça sort du sujet. Et donc, je continue pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Et donc, ça veut dire que si on fait ça, ça veut dire qu'ensuite, il faut considérer comme coût de dette, non pas le coût de la dette qui est l'intérêt que les gens perçoivent ici, mais le coût de la dette après impôt, puisque comme vous savez, l'intérêt faisant des économies d'impôt, après impôt, la dette me coûte moins cher que ce que les investisseurs reçoivent. Okay? Mais là n'est pas ma question. Ma question c'est, pour convertir création de cash en création de richesse, pardon, au contraire, création de richesse en création de cash, on fait d'abord les premiers ajustements suivants, c'est-à-dire du résultat net, on rajoute les intérêts, on rajoute les impôts qui ont été effectivement payés, au fait, pas les taxes, hein, vraiment l'impôt sur les sociétés, et on rajoute les dotations aux amortissements. Ça nous donne l'EBITDA, le BE. Et effectivement, pas mal de ratios d'endettement ne sont pas, comme on l'a dit tout à l'heure, exprimés en dette sur capitaux propres ou dette sur actifs, ce qui revient au même par différence, mais en ratio dette sur EBITDA. Estimer un ratio d'endettement en dette sur EBITDA, c'est effectivement considérer que ça, c'est grosso modo les flux financiers. D'accord ? Qui peut me dire la différence qu'il y a entre cet EBITDA et le vrai flux financier qui va être généré? En d'autres termes, pourquoi appelais-je EBITDA un proxy, une approximation, une tentative d'appréhender grosso modo la génération de cash? Il y a une partie qui va pas avoir de transformation de cash. Pardon? Dans le flux, il y aura une partie qui va pas avoir de revenir. Parce que dans le flux, quoi, pardon? Dans le flux, il y aura une partie qui va pas vraiment revenir. Donc ça va Pourquoi? en cash. Pourquoi? C'est de l'exploitation comme. Si c'est de l'exploitation, ça se transforme en cash, mais pourquoi ça ne se transformerait pas en cash? C'est quoi la réponse? Typiquement, par exemple, les impôts, ça ne nous revient pas en fait de droit. Pourquoi ça ne revient pas de droit? Parce qu'on va le reverser plus tard. À qui? Les impôts à l'État, par exemple. Alors, sur l'impôt, alors ok, donc vous dites la première chose, effectivement, bonne réponse, donc il y en a trois là. Première chose, les impôts, il va bien falloir les payer. Donc oui, c'est pour ça que pour mesurer les cash flows, il faudrait retirer un impôt théorique
Et l'impôt théorique, c'est l'impôt que j'aurais si j'avais zéro dette, c'est-à-dire l'impôt fois l'EBIT, c'est-à-dire ça, mais en considérant les amortissements comme une vraie charge. OK. Premier élément correctif pour vraiment mesurer les cash flows. Il y a deux autres éléments correctifs pour mesurer les cash flows à partir de ça. Qui sait? Il n'y a pas les remboursements de dette. Oui, mais justement, je me mets avant dette. Bonne remarque. La remarque de votre camarade, c'est il n'y a pas les remboursements de dette. Justement, je me mets avant dette. Parce que je veux regarder la capacité de l'entreprise à servir la dette. Donc, je me mets avant dette. Je me mets en amont. C'est pour ça que je me mets avant les intérêts. Donc, vous me dites, oui, mais et les remboursements principaux? Oui, mais justement, je me mets avant ça. Pour mesurer la capacité de l'entreprise à assurer le service de sa dette, c'est-à-dire intérêt et principal. Okay, donc, c'est pas ça. Il y a deux autres choses qu'il faut appréhender pour bien estimer la génération de cash. Je ne comprends pas la question. Alors, je répète la question, parce que votre camarade me dit « je ne comprends pas la question », donc je répète la question. Ça, c'est une tentative de transformer création de richesse en création de cash. On a fait des correctifs à la création de richesse, qui est le bénéfice, l'earnings, et on a dit, pour appréhender la création de cash, on a d'abord fait un gros correctif. On a dit, dans les charges, il y en a une qui ne consomme pas de cash, c'est les dotations amortissements. Donc on se met avant ça. On se met avant charge d'intérêt parce qu'on se met en amont de la dette, et on se met avant impôt pour nettoyer, puis ensuite on mettra après impôt, mais ok, les impôts, je ne veux pas complexifier pour rien. Ok, très bien. Donc c'est une première étape dans la conversion de la création de richesse en création de cash. Il y a deux autres correctifs qu'il faut faire. Et les encours clients. Les encours clients. Oui, bonne réponse. Votre camarade nous dit les encours clients. Plus généralement, c'est les variations du besoin en fonds de roulement. Alors ceux qui n'ont pas fait de finance d'entreprise me disent « Oh là là, qu'est-ce qu'il raconte ?» Donc effectivement, je vais prendre votre réponse qui était la variation des encours clients pour simplement dire quoi? Que si les clients, tout d'un coup, se mettent à me payer mes factures plus vite que d'habitude, ben, il y a du cash qui va rentrer. Et ce cash qui va rentrer n'est absolument pas appréhendé dans aucun de ces éléments-là. Donc, cet élément-là, l'EBITDA, oui, c'est de la création de cash, mais à condition que le besoin en fonds de roulement reste constant, c'est-à-dire que les clients me payent toujours avec le même délai, que je paye mes fournisseurs avec le même délai, parce qu'effectivement, quand je les paye plus vite ou moins vite, ça va me faire consommer du cash ou me faire rentrer du cash. D'accord? Et que mes stocks restent à un niveau constant. Voilà, donc besoin en fonds de roulement, je rappelle, compte client, c'est-à-dire facture client non encore payée, plus stock, moins facture fournisseur non encore payée. D'accord? Donc oui, première grande correctif pour convertir pour convertir EBITDA ou EBE en création de cash, regardez les variations du BFR. Premier grand agrégat. Deuxième grand agrégat, lequel? Pardon? La CAF. Pardon? La CAF. Non, la CAF, c'est une autre manière de faire ça. CAF, comme vous savez, on rajoute dotations d'amortissement. Non, c'est pas la CAF. Les charges sont déjà déduites, non? Pardon? Il y a d'autres charges, les salariés. Oui. Non, mais tout ça, c'est déduit puisque c'est earnings. Donc, je suis déjà après ça. Allez, je vous aide. Rappelez-vous le premier exemple que je vous ai donné pour illustrer le fait que création de richesse, création de cash, n'était pas du tout la même chose. Pardon? Les amortissements. Non, pas les amortissements. Avant ça. Ça, c'était le deuxième exemple que j'ai donné. Le premier exemple que j'ai donné, c'était quoi, rappelez-vous? Machine, ça veut dire quoi? Le CAPEX. Oui, l'achat des machines. Le CAPEX. Capital Expenditure. Effectivement, comme on l'a vu dans le premier exemple que j'ai donné, quand j'achète une machine, un peu que ça consomme du cash, bien sûr. Donc, il faut dire EBITDA moins variation du BFR, moins CAPEX. Ah bah oui.
quand j'investis dans les nouvelles machines, ça fait sortir du cash. Ok ? Voilà. Ok, donc je vais m'arrêter là. Encore une fois, ce n'est pas un cours de finance d'entreprise, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire que quand vous lisez les journaux et quand vous regardez même les covenants, les ratios d'endettement qui sont appréhendés par les journalistes quand ils disent tiens, Patrick Drahi, le patron de Numéricable, quand il rachète SFR, il a lancé les émissions obligataires et il a réussi à lever une taille de dette qui représente 7 fois l'EBITDA. Donc vous voyez que dans les journaux, les analystes disent pour appréhender la taille de la dette, je la mesure par rapport à l'EBITDA. Donc les gens ont l'habitude de regarder par rapport à l'EBITDA. Mon petit message, c'est tout simple, c'est de dire quoi? C'est que l'EBITDA, c'est juste un proxy, une approximation de la création de cash, mais qu'en réalité, il faut regarder en plus 2 choses très importantes. 1, les variations du besoin en fonds de roulement, et 2, les dépenses d'investissement. D'accord? Voilà. Alors, autre chose, bon, faisons l'hypothèse que, effectivement, les variations du besoin en fonds de roulement sont négligeables, parce que les stocks sont stables, que les clients payent toujours les factures en même nombre de jours, etc. Pourquoi les banquiers regardent l'EBITDA comme ratio d'endettement et ils regardent le ratio entre dette et EBITDA? Pourquoi c'est pertinent? Ils font ça pour être rapide et pour rapidement essayer d'estimer si une entreprise va être capable de rembourser sa dette. Pourquoi ok, je comprends qu'ils regardent un rapport dette sur flux, mais pourquoi ils prennent l'EBITDA comme flux simplifié? Pardon? On dit que la dette est remboursée par le cash. Si c'est un moyen d'estimer la création de cash, donc c'est savoir s'ils vont pouvoir ou pas rembourser la dette. Bonne réponse. Votre camarade nous dit bah oui, puisque c'est un proxy pour le cash, c'est un moyen d'estimer sa capacité de rembourser la dette. Oui, le sens de ma question, c'est pourquoi ils regardent l'EBITDA, c'est-à-dire une appréhension de la génération de cash simplifiée, et non pas l'EBITDA moins les variations du BFR moins les CAPEX. Pourquoi ils regardent ça en simplifié? C'est ça ma question. Pour eux, ça va plus vite que d'essayer de faire des vraies simulations. Bien entendu, ils vont le faire pour de vrai. Ils vont vraiment regarder au fait dans quel état sont les machines. Faut-il en investir dans de nouvelles bientôt? C'est pas la même chose que les machines sont neuves, pas de problème, les CAPEX vont intervenir dans longtemps. Donc bien entendu, le prêteur, pour estimer la capacité d'une entreprise à assurer le service de sa dette, il va regarder les vrais flux. C'est-à-dire qu'il va regarder l'EBITDA moins la variation de BFR, moins les CAPEX. Mais pour aller vite, il regarde vite fait l'EBITDA, parce que l'EBITDA, l'excédent brut d'exploitation, ça se lit dans le compte de résultat. Ça se voit, c'est une ligne intermédiaire. Eh bien, ce qui est important de se souvenir, c'est que s'il utilise ce proxy, c'est bien qu'il fait l'hypothèse implicite en aval que le BFR est constant, c'est-à-dire même niveau de stock, même niveau de compte client, etc., et qu'il n'y a pas de CAPEX. Et vous vous dites, bah dis donc, pas de CAPEX, ça voudrait dire que le prêteur se ferait rembourser par une entreprise en utilisant intégralement les flux qu'elle génère de son activité, sans en utiliser aucun pour investir dans une nouvelle machine. Bah dis donc, la pauvre entreprise, elle se retrouverait exsangue au bout d'un certain nombre d'années. C'est la raison pour laquelle les prêteurs, quand ils estiment la capacité d'une entreprise à assurer le service de sa dette, ils se disent, bon allez, en dessous d'un ratio dette sur EBITDA de 3, ça va. Ça veut dire quoi ça va? Ça veut dire qu'ils estiment que pour une taille de dette équivalente à 3 années d'EBITDA, c'est ça un ratio de 3, c'est 3 années, ça veut dire que l'entreprise, au cas le pire, où on pomperait tout le cash sans l'autoriser à faire des investissements, l'entreprise mettrait 3 ans pour nous rembourser. D'accord? Donc c'est pour ça que ce ratio de 3, c'est 3 ans, c'est un ratio un peu, pas magique, mais couramment utilisé dans l'esprit des banquiers. En dessous de 3, c'est cool. Au-dessus de 3, ça devient problématique. Donc vous imaginez, Numéricable, 7, c'était énorme, quoi. D'accord? Donc c'est très endetté.
Voilà, donc voilà pourquoi vous pouvez lire dans les journaux et vous pouvez lire dans les covenants aussi. Je voudrais que votre ratio dette sur EBITDA ne dépasse pas tel montant. D'accord ? Voilà. Parce que l'EBITDA est un proxy pour la création de cash. Le proxy, c'est à condition qu'il n'y ait pas de dépenses d'investissement. Et donc, au pire, combien d'années je vais me rembourser en me servant sur la bête et en interdisant la bête de faire des investissements. Voilà. Et à condition qu'il n'y a pas de détérioration du niveau des stocks, qu'il n'y a pas de détérioration du délai de paiement des clients ou pas d'amélioration sur le délai de paiement des fournisseurs. OK. Donc voilà pour grosso modo la manière dont s'y prennent les gérants crédits. Il faut estimer les générations de cash futures. À partir du compte de résultat, on en fait des correctifs pour transformer création de richesse en création de cash. OK ? Et maintenant, pour conclure sur la gestion de crédit, faisons la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure sur la gestion de taux. Voyons les instruments qui sont à la disposition du gérant crédit pour gérer son risque de crédit dans son portefeuille d'obligations. D'accord ? Au moment où il prête, on a vu, il y a les covenants qui le protègent. Ok, ça le protège, mais ça ne lui permet pas d'annuler son risque. Comment fait-il pour annuler son risque dans son portefeuille ? Il peut vendre, l'obligue, mais si on avait un autre instrument plus liquide, plus profond, ce serait pas mal. Qui sait ? Oui ? Il achète une protection. Il achète une protection. Ou il avance. Votre visage m'est familier, vous êtes en 204 aussi, non ? Oui, c'est pour ça. Donc ceux qui sont en GFN 204, fastoche, on a vu ça en long, en large, en travers. Donc pour ceux qui ne font que 206, voyons-le simplement. Ça s'appelle un dérivé de crédit. Qu'est-ce que c'est qu'un dérivé de crédit ? C'est tout simplement un contrat d'assurance contre l'événement qui fait souffrir, qui fait faire des pertes, qui est la faillite. Qu'est-ce qui se passe dans un dérivé de crédit ? Il y a un intervenant qui, a priori, est exposé à la faillite de quelqu'un. Ce quelqu'un, on va l'appeler entité de référence. Par exemple, Peugeot. Imaginez, je suis un investisseur. Je suis un investisseur ici. Ça, c'est moi. Je suis exposé à Peugeot. Ou pas, comme on va le voir tout à l'heure, mais supposons que j'ai une exposition sur Peugeot. Et que si Peugeot fait faillite, je perds de l'argent. Je veux me protéger. J'ai une maison, si elle brûle, je vais perdre de l'argent, je veux me protéger contre l'incendie de ma maison. Comment je fais ? Je vais voir une compagnie d'assurance et je vais dire, Madame la compagnie d'assurance, pourriez-vous me dédommager si ma maison brûle ? Elle va vous dire oui, pas de problème, vous allez souscrire une police d'assurance et vous allez payer à cette compagnie d'assurance une prime régulière. Et puis si votre maison brûle, la compagnie d'assurance vous dédommage. Et bien là, c'est pareil. Cette personne va acheter de la protection, acheteur de protection, sous-entendu protection contre les dommages qu'il encourait à l'occasion de la faillite de Peugeot, à quelqu'un qui va lui dire, qui va se comporter un peu comme la compagnie d'assurance de tout à l'heure, qui va lui dire je veux bien te dédommager si jamais Peugeot fait faillite. Donc c'est quoi les flux dans ce contrat qui est passé entre l'acheteur de protection et donc en face il s'appelle vendeur de protection. Vendeur de protection. OK. J'écris mal, mais de toute façon, dans l'écran, je pense que je vais être tellement petit que les gens ne pourraient rien lire, donc peu importe. Eh bien, un contrat d'assurance, donc je paye une prime. L'acheteur va payer une prime régulière. Par exemple, un certain montant nominal sur lequel porte la protection, fois un nombre de points de base. Par exemple, 50 points de base. Donc, par exemple, une prime de 0,50%
par an fois le montant nominal. Donc la prime, en général, elle est trimestrielle, mais elle pourrait être mensuelle, peu importe. Une prime régulière. Quand j'assure ma maison contre l'incendie, je paye tous les ans. Là, il peut payer tous les trimestres. Et en échange de cette prime, le vendeur de protection s'engage à dédommager l'acheteur en cas de faillite de PSA. Et là, j'appelle ça un dédommagement. Dédommagement. Ok ? Ça, c'est un dérivé de crédit. Effectivement, l'acheteur qui était exposé à Peugeot, s'il rentre dans cette transaction, il n'est plus exposé à la faillite de Peugeot. Puisque si Peugeot fait faillite, il sera dédommagé. Et ceux qui sont en GFM 204 savent que le montant du dédommagement est équivalent à la perte subie par celui qui détient de l'obligation Peugeot. C'est-à-dire, comme vous savez, il y a deux types de dédommagement possibles. Un dédommagement en cash, où on va dire, tiens, Peugeot a fait faillite, attendons un mois après la faillite. Pourquoi on attend un mois? Parce qu'on attend que les investisseurs fassent leurs analyses de quel devrait être le taux de recouvrement. Là, on est en liquidation, donc ils vont faire l'analyse de la valeur des actifs de Peugeot sur le marché de l'occasion. Non seulement les voitures, les stocks, marché de l'occasion, mais aussi les machines, les usines, les terrains, etc. Et essayons d'estimer, nous, prêteurs, combien on va récupérer de la liquidation. Eh bien, quand les analystes ont fait leurs analyses, eh bien, imaginez qu'ils estiment que le taux de recouvrement devrait être 80%. Ça veut dire que toutes les obligations émises par Peugeot, en théorie, mais c'est aussi le cas en pratique, voient leur prix converger vers, grosso modo, 80%. Donc, Peugeot fait faillite. Nothing personal pour Peugeot, hein, j'ai rien contre Peugeot. M'en veuillez pas si quelqu'un, bon, peu importe. Peugeot fait faillite, on regarde le prix des obligations un mois après, elle traite à 80%, le dédommagement cash, c'est 20% du nominal. Parce qu'on considère que celui qui était exposé à Peugeot a perdu 20, parce que son nominal vaut 80. Donc, règlement cash de 20%. Donc, vous voyez que le règlement cash ici, le dédommagement, on ne le connaît pas au début. Ça va dépendre de 1, si Peugeot fait faillite, et quand il fait faillite, à combien traitent les obligations sur le marché. OK ? Et l'autre dédommagement possible, c'est le dédommagement physique, physical delivery, où le dédommagement se fait sous la forme d'une vente par cet intervenant-là des obligations Peugeot pour un prix égal à 100. Effectivement, si lui avait acheté son obligation Peugeot 100 et qu'à l'occasion du dérivé de crédit, il peut la vendre 100, super, il n'a pas eu de perte. Donc il a été dédommagé. Effectivement, il a été dédommagé parce qu'il a pu vendre à 100 une oblige qui valait 80. Donc dédommagement cash ou dédommagement physique. OK ? Dérivé de crédit. Question. OK. Donc on voit que, de même qu'avec un dérivé de taux, on arrivait à convertir une obligation taux fixe en obligation synthétique taux variable, là, je convertis une obligation taux fixe en rien du tout, parce que j'ai plus de risque sur le défaut de Peugeot. OK ? Maintenant, voyons comment la valeur de marché de ce contrat-là, c'est un contrat dérivé au fait. Ceci s'appelle un CDS. Credit Default Swap. Swap, c'est contrat d'échange. Effectivement, on s'échange juste le risque. Et non pas du cash. Le cash, c'est uniquement si jamais il y a un défaut. Credit Default Swap. OK ? Nous nous étions posé la question la dernière fois sur, non, tout à l'heure plutôt, sur comment évaluer le niveau de taux fixe contre taux variable sur un swap de taux. Là, on peut se poser la question légitime. Comment on va déterminer la prime que devrait payer
l'acheteur de protection pour être protégé. C'est quoi l'ordre de grandeur de cette prime? Eh bien, je dis, cette prime, en nombre de points de base par an, est voisine du spread de crédit que je vais trouver sur les obligations. Qu'est-ce que c'est que le spread de crédit sur les obligations de l'entreprise? C'est l'écart entre la rémunération offerte par les obligations d'État de même maturité et la rémunération offerte par l'obligation d'entreprise Peugeot. D'accord? Pourquoi c'est voisin? Exemple. Imaginez que l'obligation Peugeot, donc là pour l'instant, j'ai mis Peugeot sans aucune relation, je l'ai mis dans un coin intentionnellement pour bien montrer que ce contrat-là, Peugeot n'est pas partie de ce contrat, Peugeot est juste utilisé comme référence, et vous voyez que l'acheteur de protection peut acheter la protection même sans être exposé sur Peugeot. Il n'a pas besoin d'être exposé sur Peugeot. Okay. Maintenant, faisons l'hypothèse qu'il est vraiment exposé sur Peugeot, c'est-à-dire que il a une exposition sur Peugeot, à Peugeot, pardon, ou sur Peugeot, peu importe. C'est-à-dire qu'effectivement, il a acheté une obligation Peugeot, et l'obligation Peugeot lui paye une rémunération qui est égale à quoi? La rémunération sur l'obligation, c'est un taux d'intérêt qui est égal à l'État plus un spread. Par exemple, imaginons que l'obligation d'État, le jour où je l'ai acheté, l'obligation d'État, c'était du 2%. C'était il y a longtemps. Hein. Plus un spread de, je sais pas moi, 0,7%. 0,7%. OK? Eh bien, cette opération où l'investisseur reçoit État plus 0,7, donc dans mon exemple 2,70, et qui rentre dans un dérivé de crédit dans lequel il paye, par exemple ici, une prime plus faible, notre investisseur, il est super content de ce truc-là. Il dit, c'est génial, sur l'obligation, je reçois État plus 0,7, et ça me coûte que 0,5 pour me protéger. Donc en net, j'ai État plus 0,2. Génial. Pour un risque État, mais j'ai plus de risque sur Peugeot. Fantastique. Conclusion. Quand sur le marché, le spread de crédit de Peugeot qu'on peut observer sur les obligations est plus élevé que le spread de crédit sur les CDS pour se couvrir, eh bien, il y a plein de gens qui vont faire ça, cette opération, d'acheter les obligations Peugeot et de payer de la protection. Si plein de gens achètent les obligations Peugeot, qu'est-ce qui se passe sur le prix des obligations Peugeot? Elles montent. Et comme on l'a vu tout à l'heure, si les taux montent, les taux baissent. Ça veut donc dire que la rentabilité offerte par les obligations Peugeot va baisser. Et donc le spread de crédit des obligations Peugeot sur le marché va baisser. Également, s'il y a plein de gens qui viennent payer de la protection, enfin acheter de la protection, payer de la prime pour se protéger, en face, les vendeurs, ils vont dire « T'en veux combien? 100 millions. Ok, d'accord. T'en veux combien? À nouveau 100 millions? Ah bah ça va plus être 0,50. Ça va être un peu plus. S'il y a plein de gens qui achètent de la prime de marché va monter. Donc vous voyez, s'il y a plein de gens qui font cette opération-là, le 0,70 qui était plus élevé que le 0,50 baisse et le 50 remonte jusqu'à ce que ça s'équilibre à peu près. D'accord? Donc tout ça pour vous dire, en GFN 204, on regarde ça de manière beaucoup plus précise, mais là on est en 206, donc on est plus généraliste. Tout ça pour dire que grosso modo, il y a des tas de raisons qui expliquent les écarts, mais grosso modo, le spread de crédit sur les dérivés de crédit est voisin du spread de crédit sur les obligations d'État. Et le spread de crédit, c'est un instrument très intéressant pour le gérant crédit. Pourquoi? Parce que 1, c'est voisin du spread de crédit sur les obligations, et 2, voyant ce qui se passe, j'oublie maintenant la partie acheteur d'obligations, voyant ce qui se passe sur ce contrat, pour l'acheteur de protection, si jamais, pour une raison ou pour une autre, il y a deux raisons, le spread de crédit de marché
de Peugeot s'écarte et passe de 0,5 à 0,8. Soit parce que les conditions de crédit de Peugeot se sont détériorées, soit parce que les gens ont plus d'appétit au risque. Et pour protéger les gens, ils veulent du 0,8 et non pas du 0,5. Celui qui a acheté de la protection à 0,5, il est rentré dans un contrat qui dure 5 ans, et le 0,5, il est fixé. On s'était mis d'accord pour 5 ans. Quoi qu'il arrive, je vous payerai toujours du 0,5% par an, et vous me dédommagerez si jamais ça fait défaut. 1 an plus tard, les nouvelles conditions de marché pour un nouveau dérivé de crédit se sont détériorées, elles passent à 0,8. Lui, il est content ou il n'est pas content? Il est content parce qu'il a un contrat où il ne faut payer que 0,5 dans une condition de marché où il faudrait 0,8 pour remettre en place cette protection. Donc, pour cet intervenant-là, le contrat a une valeur de marché pour lui. La valeur actualisée des flux est positive, c'est une valeur de marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, quand le spread de crédit s'est détérioré, quand il s'était élargi, quand il est passé de 0,5 à 0,8, lui a gagné de l'argent. Lui a gagné de l'argent. Donc on voit que le dérivé de crédit, pour un gérant de crédit, lui permet de gagner de l'argent quand le crédit se détériore. De même que dans la gestion de taux, on avait vu que le swap de taux pouvait faire gagner de l'argent au gérant de taux quand les taux montaient, alors que d'habitude, quand il était investi dans les obligations, il en perdait quand les taux montaient. Les swaps de taux lui permettaient de gagner de l'argent aussi quand les taux montent, quand il est dans le bon sens, à savoir PR de fixe. De même, notre gérant crédit, en général, quand il investit dans une obligation d'entreprise, quand le spread se détériore, il va perdre de l'argent. Alors que là, quand le spread se détériore, il en gagne. Je sens qu'il y a une question dans la salle. Un sourcil qui se fronce. Oui? Vous avez dit, à savoir, en comparaison avec le swap de taux. De taux, oui. Et ça permet de gagner de l'argent quand on est dans... Ok. Je fais le parallèle. Dans la gestion de taux, si je n'ai pas de dérivé, j'ai donc acheté les obligations, je gagne quand les taux baissent, je perds quand les taux montent. Quand je n'ai pas de dérivé. Et tout à l'heure, on a vu qu'un dérivé de taux me permettait de changer ce profil de risque et de me mettre, par exemple, à l'envers. Un dérivé de taux me permet, par exemple, si je suis payeur de taux fixe, de gagner de l'argent quand les taux montent. Donc ça peut aller en sens inverse et donc je peux protéger mon portefeuille. Ça, c'était la gestion de taux. Et bien là, on voit en gestion crédit qu'on a un outil similaire. À savoir, le gérant crédit, quand il achète une obligation d'entreprise, il va perdre de l'argent si les conditions de crédit de l'entreprise se détériorent, c'est-à-dire si le taux d'intérêt auquel une entreprise émettrait de l'argent frais augmente. Si les taux montent, les prix baissent, l'obligation d'entreprise verrait son prix baisser. Donc, le gérant crédit traditionnel qui n'a que les obligations d'entreprise sur lesquelles investir, il perd de l'argent quand la situation de crédit de l'entreprise se détériore. Et bien là, avec cet instrument, il a un instrument qui lui fait gagner de l'argent quand le crédit d'entreprise se détériore. Dans mon exemple, si le spread de marché passe de 0,5 à 0,8, ce contrat se valorise. Le jour où je le mets en place, il vaut 0. Sa valeur actualisée est égale à 0, puisque les deux sont majeurs et consentants, libres et consentants, ils traitent sans se déposer de cash, donc c'est-à-dire qu'ils sont contents tous les deux, c'est une valeur présente nulle. En revanche, demain, quand le spread de crédit s'élargit, je passe de 0,5 à 0,8. Je suis content d'avoir mon instrument à 0,5 quand le marché vaut 0,8. J'ai donc un gain. Il y a une valeur de marché de cet instrument. Donc, on voit que c'est un profil de risque à l'envers, opposé au profil de risque que j'ai en achetant les obligations d'entreprise, à savoir, quand j'achète une obligation d'entreprise, je perds de l'argent quand la qualité de crédit de l'entreprise se détériore. Avec ça, j'en gagne quand il se détériore. Donc, c'est un instrument qui me permet de me protéger.
D'accord? Y a-t-il d'autres sourcils froncés et d'autres remarques ou questions qui vous viennent à l'esprit sur ce sujet? Oui? En fait, vous avez dit qu'il y a deux raisons que le spread s'écarte. C'est que la condition de l'entreprise se détériore ou l'appétit au risque diminue. La question de votre camarade, c'est, vous avez dit, vous c'est moi, qu'il y avait deux raisons qui pouvaient expliquer pourquoi le spread de crédit allait s'élargir. Effectivement, il y a deux raisons qui peuvent être simultanées. Hein. Un, la détérioration de la qualité de crédit de l'entreprise. Le risque augmente. Donc les gens, en face d'un risque qui augmente, ils demandent une rémunération plus importante. Higher risk, higher return, tout simplement. Risque et rendement en finance, c'est pas de divorce possible. Mais deuxième cas possible, la qualité de crédit de Peugeot est la même. Vente de voitures, tout ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais un événement tout à fait extérieur à Peugeot fait que les investisseurs, ils n'ont pas le même appétit pour le risque. S'ils n'ont pas le même appétit pour le risque, la rémunération qu'ils vont demander en échange du risque va changer. Exemple, Peugeot a une certaine probabilité de défaut, un certain risque de crédit. J'avais besoin de 0,50 pour vous protéger, monsieur ou madame. Maintenant, j'ai moins d'appétit. J'ai moins d'appétit à prendre du risque, c'est-à-dire à gagner de l'argent pour vous dédommager. Maintenant, ce n'est pas 0,5 que je veux, c'est 0,6. Pour me faire prendre le même risque, comme j'ai moins d'appétit, il me faut rémunérer davantage. C'est ça que je veux dire. Donc les évolutions du spread de crédit, c'est soit amélioration, détérioration des qualités de crédit, soit augmentation ou diminution de l'appétit au risque des investisseurs. Ok? D'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, chapeau les gars. Vous avez tout compris. Fantastique. Fantastique. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. La prochaine fois, c'est lundi, même heure. A priori, c'est rue des Jeuneurs, moi j'ai. C'est mon agenda. Je ne sais pas si c'est pour vous la même chose. Et on parlera de la gestion action.